Il y a beaucoup ça à Luxembourg. C'est beaucoup de professionnels du secteur financier qui ont à côté leur passion vin, qui les amènent à avoir une petite structure, en tout cas juridique, qui leur permet officiellement d'importer du vin. Si j'avais une analyse profonde, macro, etc., finalement, quand tu vois tous les risques ça peut engendrer, tu fais plus rien, tu es complètement paralysé. Il y a une partie d'inconscience et puis une partie de maîtrise. C'est quoi les plus gros défis que tu as rencontrés? Qu'est-ce que tu as appris sur toi? Tu t'es mis au contact d'un nouveau métier, tu t'es mis au nouveau contact d'un nouvel environnement, tout ça. Ouais. C'est quoi les trucs comme ça, rétrospectivement, que tu as appris quand tu t'es mis au contact de cette nouvelle réalité en fait? C'est quoi pour toi les compétences que tu as appris hier qui te servent tous les jours au sein de Maison Bertrand? Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du Talent Club. Aujourd'hui, on reçoit un copain, Adrien. Salut Adrien. Salut Romain. Salut Adrien. Salut Flo. On est content de t'accueillir. Je suis également content. En fait, c'est un épisode un petit peu particulier parce que on a pas mal de gens qui nous ont dit que ça serait super sympa d'avoir des aventures de personnes qui sont réorientées, qui ont changé de métier, etc. On en a cherché plein, que t'es prêt à témoigner. Et en fait, il se trouve que le seul qui a accepté, c'était toi. Alors c'est vrai, on est obligé de le dire, on est associé de Maison Bertrand, donc en fait, il y a un enjeu un peu particulier, et donc on doit le discloser aux gens. Mais avec Florent, on a essayé de se dire, ok, on parle de business tout le temps avec Adrien, comment en 1 heure, d'ailleurs t'as pas reçu les questions, non, on va essayer d'aller chercher, même que d'habitude, d'aller chercher Adrien sur justement plutôt le shift du projet d'entrepreneur. Ça te va comme sujet? Moi je sais pas où vous allez m'emmener, donc je vous laisse y aller. J'y vais avec vous. Écoute, tu es en train de vivre un moment qui est un peu important dans ta vie. Il y a quelques semaines, mois, tu étais encore salarié. Quand on te demandait dans une soirée où tu connaissais personne ce que tu faisais dans la vie, c'était assez facile à raconter. Oui. Aujourd'hui, quand on te demande de te présenter, tu dis quoi? Qu'est-ce que je dis? Je dis que je suis dans le monde du vin, je fais de l'événementiel, et même quand je fais là, je reviens de Salon Pro à Montpellier, et quand je dois définir mon positionnement, c'est vrai que je le fais pas encore en 2 ou en 3 mots, il me faut quelques phrases. Donc, Ok, ça donne quoi alors du coup? je suis pas un caviste comme les autres, j'ai pas de boutique, mais je fais beaucoup d'événementiel, et pour autant, le client particulier, je le soigne toujours. Donc voilà, j'ai un positionnement hybride. C'est pas forcément la norme, mais voilà, j'essaie de aussi montrer que je fais les choses de façon un peu différente. Et donc du coup, ton métier, c'est quoi? Plutôt ta présentation en tant que personne? C'est importateur événementiel vin. Ok. Ouais. Ça fait déjà 3 fois que tu emploies le mot événementiel en juste 2 minutes et en commençant ce podcast. Tu peux partager là avec ceux qui nous écoutent derrière ce mot-là, qu'est-ce que t'embarques? Parce que vivre des événements, on le fait au niveau personnel, au niveau professionnel. Qu'est-ce que, derrière ce mot-là, toi, qu'est-ce que tu as envie d'incarner? Ou c'est quoi ta vision, en tout cas, de l'événementiel par Adrien Bertrand? C'est forcément intrinsèque aussi à toute la création de Maison Bertrand, parce que j'ai quand même, à la base, créé Maison Bertrand, donc avec vous, pour pouvoir apporter du vin ici à Luxembourg, pour pouvoir le partager avec mes amis, avec la famille. Et derrière, c'est naturellement qu'on en est venu à l'événementiel. Pourquoi? Pour partager, en fait, avec tous nos invités, collègues, en tout cas réseau ici à Luxembourg, des expériences, une vraie dégustation inclusive qui permettent justement à tous d'avoir un accès au monde du vin et que ce soit rendu aussi de façon simple, parce que je suis pas œnologue, je suis pas sommelier de formation, je suis à la base, je suis plus comptable, devenu économiste. Et, on va y revenir, ouais. Et vraiment, juste nous raconter ton parcours, en fait. Alors, en fait, d'où tu viens, comment tu t'es intéressé à ce faire, un truc un peu plus détaillé sur, finalement, l'histoire qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui. Ça a démarré quand, tout ça? Tu parles de quoi? Juste Maison Bertrand? Non, toi, dans ton parcours, parce que Maison Bertrand, c'est l'aboutissement à aujourd'hui, mais tu viens d'où à la base? Quel métier t'as fait? À la base, moi, je suis de Nancy. Je suis parti faire mes études à Strasbourg. D'ailleurs, c'était déjà les prémices de ma connexion avec le vin, puisque j'étais dans un club d'œnologie qui s'appelait les Bacchanales à Strasbourg. Okay. C'était quoi le concept? Le concept, c'est qu'on bossait avec les jeunes sommeliers de l'école d'Ilkirch. Et du coup, on les faisait venir. Et du coup, ça permettait aux jeunes aussi d'avoir une première approche, une première découverte du vin. Ah. Derrière ça,
je suis parti un petit peu à l'étranger pour travailler un peu l'anglais. Je suis revenu en France. J'ai refait un Master 2. Je voulais bosser en banque d'affaires. C'était en 2008. C'était pas le bon moment. Tous les desks fermaient. C'était aussi une expérience sympa à voir en salle de marché, comme tous les écrans s'éteignaient à la suite. Et moi j'étais lorrain et j'avais jamais mis les pieds à Luxembourg. Ok. Et j'ai postulé et forcément directement j'avais quand même le CV qui correspondait à ce que cherchaient les Big Four. Donc j'ai débuté chez PwC en 2010. C'est là qu'avec Romain on se rend compte, parce qu'on a bossé ensemble chez PwC. Et puis derrière, on a quelques années, 4 ans chez PwC en consultant, qui, façon classique, va travailler chez son client. Et enchaîne comme ça, donc 2 assurances. Et je fais dernièrement, donc 6 ans auprès de l'ACA, l'Association des compagnies d'assurance, en tant que conseiller économique, qui me donne justement vraiment une transversalité dans mon rôle. On reste sur des sujets techniques, mais il y a une partie effectivement événementielle. C'est là ça fait peut-être aussi un peu le pont avec l'aventure Maison Bertrand, parce qu'il y a beaucoup de promotion de la place financière luxembourgeoise, en tout cas l'assurance vie à l'étranger, et sur les sujets européens. Donc il y avait une place qui, en tout cas, un job que j'ai apprécié faire à l'ACA pendant ces dernières années, et le grand saut, il a fallu le préparer. Ça s'est réalisé il y a quelques semaines, quelques mois. À quel moment ça a commencé à émerger cette idée? Est-ce que tu peux partager avec nous combien de temps déjà, il se passait combien de temps entre... Ce serait intéressant que tu nous racontes dans quelles conditions. Parce qu'il y a eu quoi? Il y a eu un petit éclair, il y a eu un réveil, il y a les fils qui se touchent, moi j'aime bien dire, à un moment où ça a été quelque chose de progressif, puis ça a maturé. Enfin, c'est quoi un petit peu l'histoire de cette transformation professionnelle? Comment ça a maturé au sein de toi? On vient de couper la vidéo et on se rend compte avec Romain qu'on ne s'est pas présenté. Donc je te propose qu'on prenne une petite minute pour se présenter tous les deux. Salut, moi je suis Romain, je suis associé donc, de Talenters. C'était accompagné des RH et des leaders sur la talent attraction, la talent retention et le développement du leadership. Et moi c'est Florent, je suis le fondateur de Coder. Coder, c'est une société qui accompagne ses clients dans leurs projets de transformation, principalement sur 2 volets. Le projet de transformation par l'innovation et le développement de nouveaux produits et services, et le projet de transformation par la réorganisation des entreprises. Je parle souvent de réorganisation des humains par les humains. Si tu aimes ce que tu es en train de voir, alors à ce moment-là, like, partage, abonne-toi, clique sur la cloche pour suivre les prochains épisodes. Parce qu'on va pas se mentir, donc ça nous prend du temps et ça nous coûte de l'argent, donc ça nous fera plaisir de voir que ça te plaît. Et puis bonne continuation sur l'épisode et rendez-vous la prochaine fois pour un prochain épisode et un prochain invité. Bonne continuation, salut. À la base, j'ai acheté du vin moi-même, et j'adorais écumer tous les sites d'enchères, les eBay, etc., pour trouver des bonnes affaires. Ok. Voilà, c'était ma passion. Je passais mon temps à scroller les soirs, etc. Je connaissais les prix par cœur, toutes les bouteilles. Donc ça me permettait, je savais que ça allait être 4 € moins cher que sur le marché, etc. Donc ça permettait Donc en mode passion, voilà. et lié à ton côté, je sais pas quoi se passe si c'est comptable, mais en tout cas, cherche des bonnes affaires. Ouais, chercheur de bonnes affaires. Ouais. Donc je faisais ça, puis après je repartageais à la famille, aux copains. Et derrière, comment ça s'est créé? Ça s'est créé, c'était là vraiment le match avec la rencontre avec Romain. Après qu'on se soit connus dans nos expériences dans le secteur financier respectif, le fait de voir Romain qui est parti en entrepreneur, et d'avoir, quand je lui ai partagé ce projet, il m'a dit vas-y, on essaie. Tu avais une histoire de cognac au début. Ouais. À la base, on s'est dit, moi je voulais pas partir de rien, donc je me dis, Romain avait eu cette première accroche sur le fait de se lancer dans un projet entrepreneurial avec moi. Donc, et derrière, effectivement, on avait il y a beaucoup ça à Luxembourg, hein, c'est beaucoup de professionnels du secteur financier qui ont à côté leur passion vin, qui les amène à avoir une petite structure, en tout cas juridique, qui leur permet officiellement d'importer du vin. Et donc on avait comme ça une connaissance qui lui était de cognac, apportait du cognac, il le revendait à son réseau. Donc pour débuter, on s'est dit pourquoi pas, comme lui il compte rentrer chez lui dans sa région natale, lui racheter donc son entreprise, et puis partir de là. Donc on a regardé ensemble comment on sait faire les états financiers, etc. Bon, finalement, peut-être qu'on a bien fait, on se serait retrouvé avec 350 bouteilles de cognac, je sais pas ce qu'on aurait fait.
Et du coup, voilà, on a pris le pari de dire, écoute, essayons de voir si on peut pas lever les freins de la création d'entreprise avec les formalités juridiques, douanières, etc. C'est ce qui a été fait la première année sur Maison Bertrand. Donc, première année, il y a un peu plus de 2 ans, validé sur la partie, on va dire, on peut le faire. Mais à quel moment, parce que je crois que c'est une passion donc, du coup, que tu avais, à quel moment tu te dis, il y a une rencontre de personnes, d'accord? Donc Romac te dit, ok, mais je crois que c'est possible. Mais c'est quand même une forme de saut dans l'inconnu par rapport à une situation stabilisée depuis maintenant 2008. Donc tu as été salarié pendant 16 ans, c'est ça qu'on est en train de se dire. Et tu fais quand même un énorme saut dans l'inconnu. Comment progressivement, j'ai envie de dire, tu t'es forgé la conviction que mais ouais, je peux le faire. Ouais, mais ça, c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir des employeurs qui étaient plus ou moins, on va dire, avec lesquels j'ai des plus ou moins bonnes expériences, mais en vrai, j'étais pas à ma place. Je me souviens, moi, là, je sors d'école de commerce, je veux pas partir en césure à l'étranger parce que j'avais déjà 24 ans à l'époque. Il me dit, c'est bon, j'ai déjà assez profité. Tu me fais 13 mois de stage en banque d'affaires. Donc 13 mois de stage sans congé. Je regardais dehors, j'étais comme en prison. Je me demandais, mais comment je vais faire pour rester assis? Et en fait, je me suis dirigé vers une voie qui était peut-être pas forcément la mienne naturellement. J'avais besoin de le faire, peut-être parce que ça me rassurait. J'ai pas encore tout analysé ou tout compris. Et après, j'ai évolué comme ça, en fait, d'expérience en expérience, en essayant, en fait, après avoir identifié tout ce que je voulais pas faire. Voilà. Donc, je suis parti, premier job que j'ai trouvé, et j'ai dit, oh là là, ça, chez PVC, il y avait plein de trucs qui étaient sympas, mais ça me correspondait pas. J'étais pas fait pour être dans ce moule-là. Donc, j'ai trouvé une entreprise avec, on va dire, un rythme où je sortais moins de ma zone de confort. Finalement, je me suis aperçu au bout de 3 ans que j'avais besoin de sortir de ma zone de confort. Mais peut-être pas autant qu'on pouvait me le demander à PVC. Et extérieur, j'ai réussi à migrer jusqu'à un dernier job à l'ACA, qui était franchement un super job. J'aurais pu rester à l'ACA, j'étais vraiment très très bien. Et voilà, est-ce que crise de la quarantaine ou pas, j'ai eu ce besoin en fait de me dire ok, c'est bon, j'ai fait 15 ans, est-ce que je vais continuer jusqu'à la retraite comme ça, ou est-ce que je vais justement essayer de créer en fait un job qui me permette justement de pas penser à la retraite, parce que on verra ce que va donner Maison Bertrand, mais si ça marche, je pense qu'il y a moyen de pas s'arrêter et après de pouvoir évoluer comme ça avec cette activité-là. Tu te rappelles du moment précis où tu t'es dit, parce qu'au début, tu vas nous expliquer, au début c'était une activité complémentaire, c'était un hobby en plus de ton job. Ouais. Tu te rappelles, donc déjà comment tu gérais ça? Et deuxième question, est-ce que tu te rappelles d'un moment particulier où, c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé en ces termes, où tu t'es dit, bon allez maintenant, ça y est, c'est mon plan. C'est ça que je veux faire full time, réellement. À l'intérieur, hein, je te parle pas de moment officiel. Ouais, non, en fait, des fois, je réalise pas vraiment forcément, mais du coup, ça me permet de faire des fois, une fois que j'ai validé les hypothèses, ça me permet de dire on y va, d'appuyer sur le bouton et de dire on saute. Si j'avais tout vraiment, si j'avais peut-être une analyse profonde, macro, etc., finalement, quand tu vois tous les risques que ça peut engendrer, tu fais plus rien, tu es complètement paralysé. Donc, il y a une partie d'inconscience et puis une partie de maîtrise. Mais du coup, la jauge, elle est à moitié remplie et le curseur, il est entre les deux. Donc, on a discuté ensemble. Tu m'as dit, attention, il y a ça, ça, ça. Je fais, ok, mais qu'est-ce qui peut créer de bien? Il y a ci, ça. J'ai fait, je sors de Paris. Sinon, je fais rien. Et je reste dans la position qui était très confortable, salarié, un réseau qui s'était bien développé. J'avais vraiment tout pour continuer comme ça. Mais j'avais quand même besoin, en fait, finalement, de me confronter à quelque chose de différent. Et puis de prendre, en fait, vraiment ma vie pro en main, de dire, voilà, j'ai envie de faire ça. Donc c'est une transition qui a duré quoi, 1 an, 2 ans? Ouais, ça a duré 2 ans. Ça a duré 2 ans. La première année, Maison Bertrand, on l'a fait beaucoup donc en B2C.
donc avec de la vente bouteille particulier, donc c'était le prolongement de ma passion. Donc, le prolongement de je trouve des bouteilles et puis je les distribue d'abord à la famille, après aux copains, et puis voilà, j'essaie de passer à l'échelle cette chose-là. Voilà. Donc ça, c'est vrai qu'on en retrouve encore beaucoup ici à Luxembourg, des gens qui importent comme ça et qui revendent à leur réseau, donc les belles maisons qu'ils ont réussi à fidéliser. Voilà. Donc ça, c'était la première année. Et la deuxième année, et ça, chose géniale, donc je ne regrette pas tout mon parcours, parce que mon parcours m'a permis justement de rencontrer plein de personnes qui me font aujourd'hui confiance. Et du coup, c'est comme ça qu'on est rentré dans l'événementiel une première fois. Donc c'était dans le monde de l'assurance, en me disant, voilà, écoute Adrien, on a une conférence et derrière, on fait un cocktail. Mais franchement, l'offre traiteur, elle est pas géniale. Tu veux pas nous proposer, un one and cheese ou vraiment un cocktail qui soit amélioré avec des bonnes boissons, avec grand plaisir. Et derrière, et comme ça est née l'histoire de l'événementiel, trouver des super partenaires, et on a commencé à créer une offre événementielle qui nous permet de nous différencier, voilà, donc avec, comme je disais, ce positionnement entre le caviste et le traiteur. Avec ces 2 ans là de retour d'expérience, j'ai envie de dire, est-ce que tu pourrais partager avec nos auditeurs un petit peu tes principaux apprentissages? J'ai envie de dire, c'est quoi les plus gros défis que tu as rencontrés? Et qu'est-ce que tu as appris sur toi et sur ce geste, quoi. Enfin, dire, ce geste qui est hyper courageux, quoi. Il y a plein de gens qui t'envient, là, aujourd'hui, là, t'es dans ton fauteuil, t'as dit, ça y est, j'y suis allé, t'as sauté dans le vide, là. Enfin, sauté dans le vide, mais ça y est, ce qui est bien, c'est que t'as quand même un parachute, parce que tu me dis, ces 2 ans, j'ai l'impression que ces 2 ans, c'est un peu le parachute que t'as dans le dos, là. Mais voilà, qu'est-ce que tu pourrais partager sur tes apprentissages sur ces 2 dernières années? Ouais, après, chaque aventure est assez personnelle, hein. Moi, j'ai eu besoin de prévalider, en tout cas, un certain nombre d'hypothèses. C'est le fait aussi de se lancer à 40 ans. Un prêt immobilier, des enfants en études. Derrière, financièrement, on est quand même assez liés. Et, en tout cas pour lier, et on ne peut pas faire n'importe quoi. Derrière, j'ai pas une épargne qui me permette de me dire on essaye et puis on verra bien. Donc non, honnêtement, on va pas se cacher, c'est quand même tendu. Hein. Donc il faut que tu me fais rire parce que tu dis les gens qui m'envient. Là, parce que moi je flippe à mort. Ça. Ok, mais dans les trucs que tu as appris, si on va revenir sur ce moment, parce que en fait, il y a 2 paramètres. Il y a le moment que tu vis en ce moment, qui est le moment où tu dis je suis pas mort. Et l'idée, c'est plutôt de se dire que tu t'es mis au contact d'un nouveau métier, tu t'es mis au nouveau contact d'un nouvel environnement, tout ça. Tu as fait plein de boulettes, tu as appris plein de trucs. Tu vois, tu es passé d'un quotidien où tu travailles sur Excel à un quotidien où tu vis des palettes et tu t'installes des buffets incroyables pour 150 personnes. En fait, c'est quoi les trucs comme ça, rétrospectivement, que tu as appris quand tu t'es mis au contact de cette nouvelle réalité, en fait, tu vois? Disons que d'un côté, c'est assez simple, parce que j'ai été du côté, on va dire, col blanc. Donc, j'ai été reçu dans de nombreux cocktails. Dans mes dernières expériences, on avait aussi la chance d'être invité dans les grands cabinets d'avocats, d'audit, dans les salons privés. On avait ces réceptions aussi à l'étranger. Donc, finalement, en fait, je sais en fait quel est le type de prestation en fait qui est attendu et comment il faut s'organiser pour faire plaisir et pour justement faire profiter les invités de prestations comme ça assez exclusives et d'exception. Donc cette partie-là, elle est pas très compliquée. C'est plus peut-être opérationnellement. Donc ça va de mieux en mieux. Mais à chaque fois, les premières expériences, elles sont quand même dans la douleur. Hein. Raconte-nous alors. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a déjà quelques-unes. Les premières fois. Déjà les premières fois, au début quand on a commencé, il a fallu déjà proposer des setups simples. Je travaillais à côté, donc je pouvais pas commencer à me lancer avec un catalogue, avec un pléthore d'offres, c'était pas possible. Donc un fromager, cœur de meule, Philippe. Donc grâce à Philippe, des super plateaux de fromage, charcuterie. Derrière. Après, on a construit notre offre comme ça et on l'a développée. Les clients disaient, oui, c'est très, très bien, mais un peu de fraîcheur.
On a trouvé d'autres traiteurs qui Pistache, il y avait Monsieur Laurent aussi avant, avec lequel on travaillait, qui permettait justement de rapporter une complémentarité dans l'offre. Et puis petit à petit, comme ça, on a développé à chaque fois un partenaire dans chaque gamme. Voilà, Guénavé récemment pour la partie chocolat. Et ce qui nous permet de proposer comme ça une offre multi-service dans le sens où multi-partenaire. Que nous, en fait, ce qu'on sait bien faire, c'est le vin. On n'est pas traiteur, on ne peut pas se permettre de faire des petits fours, c'est pas notre travail, c'est pas notre métier, on ne sait pas le faire. Par contre, on connaît des gens qui savent le faire. Et donc, moi, ce que j'ai envie, c'est de proposer le meilleur au client et de lui dire que honnêtement, s'il a le meilleur sur la partie food, il doit avoir le meilleur sur la partie vin et également sur la partie sans alcool, puisque Maison Bertrand, c'est quoi aussi? C'est des expériences inclusives avec et sans alcool, parce qu'il faut penser à tout le monde et essayer de pouvoir faire profiter tout le monde. Et dans ton rôle d'entrepreneur, du coup, tu as fait des boulettes d'administration. J'en ai une en tête. Je pense que la première boulette, c'était la déclaration TVA. Déclaration taxe. Ça, c'est en fait. Il y a eu quoi comme truc comme ça que en fait, tu as découvert en marchant plutôt dans ta vie d'entrepreneur que vraiment dans les prestations que tu fais? Tu vois, il y a des trucs que tu as découverts sur la logistique, sur le fait de tenir une comptabilité, sur tout ça. Enfin, en fait, parce que moi, j'en connais que quelques-unes, mais... en fait, ce qui est assez... moi, ce qui me surprend toujours, en fait, c'est d'être comptable de formation et d'avoir cette phobie comptable, administrative. C'est une douleur. C'est pour ça que j'ai fait ça dans mon post LinkedIn début janvier. Cette année, on a fait notre bilan au 12 janvier, mais c'est incroyable. On peut encore, je pense, célébrer ça parce que c'est... Non, c'est compliqué de faire ces formalités administratives. Puis aussi, je suis pas très bon aussi dans la partie aussi peut-être gestion outils informatiques, c'est pas mon truc. Bon après voilà, moi je suis identifié, je le sais, mais pour l'instant voilà, quand on est petit, il faut le faire, il faut savoir tout faire. Là sur la création d'entreprise, c'est complètement con, mais oui, il y a eu c'est sur le RCS, il faut uploader des fichiers en PDF 1A. Non mais j'ai mis 3 heures ou 4 heures à savoir c'était quoi un PDF 1A. Voilà, c'est des trucs où je me dis mais si je sais même pas faire ça, comment je vais réussir à faire vivre une boîte quoi, tu vois. Ouais. Donc tu te poses 10 000 questions, ce qui crée 10 000 doutes et en même temps après t'apprends en marchant et puis et tu fais. Mais ouais, effectivement la TVA, pareil, déclaration du retard, des amendes, des lettres pour t'expliquer que tu savais pas. Et finalement, tout ça mis bout à bout, on est là. Dernièrement, ce qui était le plus surprenant, si on prend une expérience de décembre, c'était les coffrets cadeaux. Hein. Les coffrets cadeaux, il y en a eu pas mal sur les coffrets cadeaux, mais une qui était bien, c'était une belle commande. Et en fait, je pensais pas, mais ça représentait... Il y avait 250 coffrets, ça représentait 10 cartons de déménagement. Et 10 cartons de déménagement, donc 250 bouteilles, donc le contenant, le contenu, plus les cartons, plus etc. Il y avait un peu moins d'une tonne à porter et à bouger. Ouais, c'est pour ça que tu gardes la ligne. Ouais, moyen. On sort des fêtes et j'ai pas fait le trajet de New York. Et du coup, c'était quoi? C'est le volume? Tu te retrouves en galère de volume de logistique? Non, juste, t'avais pas réalisé, quoi. Non, mais juste, en fait, j'avais pas réalisé le temps que ça prenait de prendre une bouteille. Non, déjà, d'ouvrir combien? 24? Ouais, c'est ça. 22 caisses bois. Ouais. Parce qu'en fait, c'est sympa quand on reçoit sa caisse bois, son allocation, c'est si beau, rôle ou... Mais quand on reçoit 22... et qu'il faut les mettre après dans des coffrets, et que les coffrets, il faut mettre le sticker sur tout collant, voilà, etc. Voilà. Donc opérationnellement, des trucs où au mois de décembre, moi j'ai arrêté 30 novembre la Cap, 1er décembre j'étais Maison Bertrand, j'ai sauté dedans sans recul, et je me suis fait... c'est bien, ça me fait penser au busy de Big Four. C'est marrant parce qu'en fait, avant tu faisais des reporting FATCA CRS hyper complexes, sur Excel avec des trucs hyper compliqués à Luxembourg et Liechtenstein. En fait, j'ai l'impression qu'il y a les tâches, elles sont 3 fois moins complexes, mais il y en a 3 fois plus. Ouais. En fait, il y a un tas, effectivement, il y a un volume de to-do. Et je pense vraiment, c'est un des défis, c'est de pas s'éparpiller, d'identifier sur quel clou taper et puis y aller comme ça. Mais je pense qu'on peut y arriver, en fait, avec la même énergie. C'est ça qui est complètement fou. En fait, on peut faire un truc incroyable comme on peut se planter complètement. Ouais. Et ça crée encore des doutes, Uh-huh. des questions, incertitudes. Et en même temps, il faut essayer.
Donc je pensais pas que ce serait aussi fort émotionnellement, Ok. cette transition. Tu nous as parlé plusieurs fois de tes peurs. C'est relativement rare. Mhm. Tu as aussi publiquement d'ailleurs partagé sur ses craintes et ses doutes. Et c'est vrai que dans ton apprentissage sur les 2 dernières années, j'ai l'impression que tu as été beaucoup allé par petits pas, en fait. J'essaye quelque chose, Ouais. donc très test and learn, Mhm. très agile, et puis j'apprends, puis j'étends Mhm. mon offre petit à petit, etc. Mhm. Et pour autant, dans ton discours, à chaque fois, je ressens cette peur de rater, quoi, en fait. Ouais. Cette peur de pas réussir, mais qui est inhérente dans plein d'organisations. C'est cette capacité à innover et qui vient se confronter à j'ai peur de me planter. Comment tu travailles là-dessus, toi, personnellement? Comment tu travailles sur cette peur? C'est quoi ta recette pour, en tout cas, vivre avec et la supporter et la contrôler? J'en ai pas vraiment encore, parce que du coup, là, ça fait quand même très peu de temps que j'ai fait le grand saut. Derrière, sur les conseils de proches, c'est un coach qui me suit et que je vois de façon mensuelle, et qui est là aussi à ma disposition pour justement essayer de venir lâcher ce qu'il faut lâcher et puis repartir boosté. Donc, c'est une personne qui t'aide à faire le tri, c'est ça que tu veux dire? Ouais, qui m'aide à faire le tri et puis qui m'aide aussi à prendre du recul en fait. Ok. Ou finalement en fait c'est qui me donne aussi des outils. Dernier outil là, c'est vraiment essayer de prendre de la hauteur parce que quand on est dans Quand on a 250 coffrets à faire, on est dans la manutention. Et... Ouais. Et ouais, c'est parce que moi ce qui m'a le plus surpris en fait, c'est que j'étais pas forcément je rêvais. J'ai tellement c'était compliqué d'avoir 2 activités en même temps. Parce que du coup, il fallait assurer côté pro, c'est ton employeur, c'est lui qui paye ton salaire, tu as tes engagements, tu as tes collègues que tu veux pas décevoir, tu es quand même dans une petite équipe à l'ACA. Et du coup, je veux dire, on était vraiment très proches, donc il y a un lien de solidarité très fort, donc il faut quand même délivrer. Mais derrière, j'avais Maison Bertrand que je voulais à fond développer, quoi. Donc là, c'était quand même, c'était le matin, 5h, 7h, Maison Bertrand, la journée AK, après les enfants, donc le taxi pour les emmener à droite, à gauche, au sport, à l'école, etc. Et puis le soir, on s'y recollait pour la partie admin. Les events. Ouais, des events, ouais. Ouais, les events, ouais, c'était chaud ça. Quand on faisait la journée de boulot et que le soir on enchaînait en event et qu'on rentrait à minuit 1h et que la voiture elle est pleine, il faut tout débarrasser parce que bon là-dessus je suis assez on va dire Discipliné. assez discipliné, je veux pas laisser traîner parce que c'est aussi une façon de travailler, mais donc ouais non c'était très très chaud et après de passer complètement à Maison Bertrand j'en rêvais et très surprenamment c'est comme si je rêvais de ce moment-là où j'allais passer full-time Maison Bertrand, et au moment où je suis passé full-time, j'étais pas plus heureux que ça. Tu vois, j'ai souffert de cette lourdeur opérationnelle, de pas réussir à anticiper, d'être toujours un petit peu sur un train de retard, etc. Et encore aujourd'hui, je me dis, mais j'ai la chance de pouvoir faire ce que je veux. Du coup, en fait, c'est pas normal. Il faut que j'arrive à me satisfaire de ça. Mais c'est parce que je pense que d'un autre côté, c'est vrai, il y a la peur qui me retient. Et puis d'un autre côté, bon, j'arrive quand même à lâcher parce que j'aime rencontrer des gens. Voilà, on enchaîne quand même quelques beaux events. Donc c'est un grand plaisir. Et là, on oublie tout, quoi. C'est un peu comme quand, je pense, je n'ai pas fait de théâtre, donc je ne sais pas comment ça se passe. Mais quand on monte sur scène, il ne se passe plus qu'à plus rien. Ouais, c'est pareil. Voilà. Ce projet-là, c'est un projet familial aussi. Parce que tu l'as dit, quelque part, tu fais peser un risque sur ton foyer, hein, d'une certaine façon. Ah bah, oui. Comment vous avez adressé ça, si tu es OK pour en parler, hein, en tant que famille, tu vois, comment vous avez vécu cette transition? Comment vous vivez ça maintenant? Enfin, tu vois, comment tu as géré ça? Ouais, ça rebondit. Ça me fait penser à ce que me demandait Florent sur les conseils où quelqu'un qui voulait sauter le pas. C'est important d'avoir des piliers forts. Il faut avoir des bases solides, famille, santé. Et c'est vrai que sur le côté famille,
j'ai énormément de chance d'avoir ma femme qui... c'est pas compliqué. En fait, si ma femme avait eu le moindre doute ou n'avait pas, en tout cas, m'avait pas aidé ou collaboré dans le projet, c'est pas possible. J'y serais même pas allé. J'aurais même pas commencé. Comment elle a pu t'aider, être présente là-dessus? Enfin, je crois que j'ai vu passer une photo sur LinkedIn où tout le monde emballait des bouteilles dans des coffrets cadeaux. Ah ouais, Comment tu les as associés à ce truc-là et tu vois, quel genre de discussion vous avez eu encore une fois, dans la limite de l'intimité que tu veux bien partager, mais je pense que c'est hyper sympa. Enfin, c'est hyper sympa aussi d'expliquer par quel processus, quand tu fais une réorientation vers l'entrepreneuriat, Ouais. tu passes aussi dans le contrat ensemble, quoi. Ouais. Et forcément, c'est l'amour, ça. Hein. Elle l'a vu en fait. Elle a vu en fait dans mes yeux quand je commençais à travailler pour Maison Bertrand et pour les premiers clients, en fait, la satisfaction, le plaisir et l'envie. Ouais. Et donc après, elle croit en moi, donc elle m'a dit, écoute, si tu as envie de le faire, écoute, moi je serai là pour tout, quoi. En tout cas, dans la limite de mes capacités, mais je serai toujours là. Et c'est vrai que quand j'arrive à la maison et que je suis dépité parce que du coup, j'ai forcément la fatigue, etc., les problèmes. Et puis, mais elle me dit, mais ça, c'est pas un problème, ça. Il me dit, regarde, il y a les enfants. Allez. Et la belle-mère, elle est arrivée, 76 ans. Elle n'arrêtait pas de prendre les bouteilles de Bordeaux, là. Mais elle les nettoyait, on les mettait dans les coffrets. Donc, et puis ça s'est fait ensemble. Des fois, avec la fatigue, en fait, on n'est plus lucide. Et en fait, ça s'est fait, mais super simplement. 2 soirs, 2 heures en famille. Mais à la fin, les enfants, ils disaient, il n'y a plus rien. Ils voulaient encore coller des stickers Maison Bertrand. Hein. Donc, non, derrière, c'est un soutien indéfectible. Et c'est pas forcément, c'est elle qui est là tout le temps quand il n'y a plus personne. Donc, un pilier familial très fort, je pense que c'est un prérequis important. En tout cas, pour moi, c'était mon prérequis. Ta précondition. Ouais. J'aimerais bien que tu nous parles un peu de compétences, parce que ce qui est intéressant, encore une fois, dans ton parcours, c'est... tu as utilisé l'expression de col blanc tout à l'heure. Ouais. Tu as une transition col blanc, col bleu. Et en 2025, depuis de nombreuses années, on parle beaucoup d'upskilling, de changement de carrière, etc. Ouais. J'aimerais bien que tu nous dises un peu, c'est quoi les compétences qui te semblent très transposables entre ta vie d'avant, finalement, ta vie de bureau, ta vie derrière un PC, et ta vie d'homme à tout faire chez Maison Bertrand, depuis la sélection des vins, le commerce, développer un business, délivrer des événements, gérer une supply chain, gérer un stock. Ouais. C'est quoi pour toi les compétences que tu as appris hier qui te servent tous les jours au sein de Maison Bertrand? Il y en a 3. La première, c'est c'est la partie, on va dire, plus hard skill que tu apprends dans tes métiers avec Excel, avec la partie financière, la partie gestion. Donc voilà. Mais ça te fait pas tourner une boîte. Hein. Ça ramène pas de clients. Hein. Donc, ça ramène pas des clients. Voilà. Donc derrière, le deuxième, c'est la passion du produit. Et donc, c'est vrai que là-dessus, dans Maison Bertrand, j'ai la chance d'avoir la liberté de faire ma sélection, rencontrer les vignerons, proposer les vins que j'aime, aussi me distinguer de ce que les autres font. Ils le font aussi très bien à Luxembourg, mais moi, je cherche à avoir d'autres produits qui me permettent d'avoir une identité propre. Et puis, troisièmement, c'est peut-être le plus important, c'est la passion, c'est le plaisir, quoi. C'est la passion des gens, c'est le plaisir de rencontrer du monde. Mais pour autant, des fois, j'ai un peu peur de rencontrer des gens. Tu veux dire quoi? Du coup, en fait, j'ai peur d'être dans un endroit où je vais avoir des gens. Et après, dès que je suis avec eux, je suis super content. T'as le trac avant d'y aller? Ouais. Ok. C'est du trac, c'est de l'imposture. C'est de la peur de passer pour de te sentir illégitime encore dans cet univers-là ou dans ce nouveau costume? Ouais, il y a les deux. Il y a une partie plus track parce que du coup, en fait, t'es à nu. Hein. C'est quand même des fois plus confortable d'être derrière son Excel et d'envoyer son reporting à
à l'autre bout du monde. Il y a une force d'anonymat. Ouais, voilà. Alors que là, quand on est en face, on est en face. Hein, Si c'est pas bon, tu le sais direct. et je veux rien dire, mais sur le vin, il y a 10 000 profils de dégustateurs ou même amateurs différents. Peu importe que tu sois averti, novice, t'as pas les mêmes goûts. Donc, un vin qui, même pour moi, en essayant de bien cibler et qui va plaire à un type de personnalités qui vont être là le soir, j'ai quand même une grosse chance que la face, ça peut arriver qu'elle n'aime pas. Donc derrière, bah, du coup, ça, c'est pas un problème. Mais bon, voilà, il faut quand même le mesurer. Et parce que quand tu es en face, tu es en face et tu dois gérer ton client. Donc, C'est intéressant parce que tu parles de persona. Donc, on a fait pour aller cibler différentes personnes en fonction de ton. Enfin, tu vas adapter ton offre en fonction des personas que tu vas cibler. Ouais. Tu nous as parlé aussi de vin sans alcool, hein, Ouais. qui fait partie de Ouais. ton offre. Ouais. Comment justement tu fais pour réfléchir à ton offre pour chacun des événements? C'est quoi ta baguette magique à toi, ta sauce secrète là pour, comme tu dis, arriver à proposer quelque chose qui va plaire à un maximum de personnes? Parce que, enfin, comme tu dis, il y a 10 000 goûts. Ouais. Et puis maintenant, en plus, avec le sans alcool, on rajoute encore de la diversité Ouais. dans les Mhm. parfums. Et en même temps, c'est des goûts qui sont très personnels, en effet. Donc, quand tu as 50 personnes, comment tu fais pour choisir quelque chose qui va plaire à un maximum de gens et en même temps soit différenciant? Il y a aussi, j'imagine, cet enjeu de... ça, c'est l'expérience Maison Bertrand qui est différente de ce que vous trouverez ailleurs. Ouais, et tu rajoutes de ça ma peur de manquer. Qui fait que du coup, j'en prends toujours trop. Mais non, Maison Bertrand, positionnement déjà, il est sur la biodynamie. Mais on n'est pas des ayatollahs du bio, de la biodynamie. Ce qu'on cherche, c'est critère 1, c'est la qualité. Et deuxièmement, c'est mettre en valeur des vignerons qui font attention, qui essayent vraiment de proposer, de produire des vins de terroir, que la vigne vienne juste exprimer son sol et donc d'avoir donc des produits qui soient le plus sain possible. Une fois qu'on a dit ça, derrière, tu vas aussi devoir forcément t'interroger au type d'événement, à la classe d'âge, parce que bon, moi je le vois déjà, on voit pas forcément la même chose à 30 ans qu'à 40 ans. Et derrière, j'aime beaucoup les boissons, on appelle ça les boissons gourmets sans alcool. Je parle pas de vin désalcoolisé, c'est des macérations végétales avec bulle ou sans bulle qui permettent vraiment d'avoir une offre inclusive. Et souvent, c'est vrai que souvent j'ai des clients qui me disent non, pas les boissons sans alcool, mais je les prends quand même. Je les prends quand même. Pourquoi ? Parce que j'aime créer dans l'expérience de la surprise. Et j'aime montrer, en fait, effectivement, ce ne sera pas la grande majorité qui vont s'intéresser à ce type de boisson-là, mais il y a toujours des gens, en tout cas des invités, dans ces types d'événements, de cocktails, qui pour x, y raison, religieuse, santé, choix personnel, January, tu as de plus en plus de cas qui ne boivent pas l'alcool et qui, du coup, reste un petit peu loin du sommelier. Et quand je vais m'approcher et leur proposer et leur montrer que j'ai pensé à elle indirectement, du coup, ça crée vraiment quelque chose, une valeur ajoutée. Et donc, ça retombe sur qui ? Ça retombe sur le client. Le client, en fait, a un invité qui est super content et ravi qu'on ait pensé à lui sans forcément c'est été prédéfini dans ses choix à la base. Donc derrière, ça permet d'avoir une expérience qui est personnalisée. Ok. Aujourd'hui, tu es au début, enfin, tu es au deuxième début de l'aventure Maison Bertrand. Ouais. On n'en a jamais parlé en ces termes, mais quand tu t'imagines à long terme, tu vois, et que ce truc-là est un succès, tu vois, quand tu te projettes à l'âge de la retraite avec l'envie de continuer, ça ressemblerait à quoi ce truc ? En fait, est-ce qu'il y a des trucs que tu aimerais faire, des choses que tu aimerais accomplir, créer avec ce véhicule Maison Bertrand qui justement qui te porte dans ta démarche ? Oui, moi ce que j'aimerais vraiment, c'est à terme,
c'est avoir en fait cette capacité de créer de l'événementiel, en tout cas des events vins, avec un super réseau de vignerons. Donc chercher là, c'est ça, c'est aller chercher les jeunes vignerons d'aujourd'hui qui sont peu connus, pas encore connus, et qui feront aussi les vins de demain que plein de personnes seront contents de pouvoir déguster. Garder toujours une approche accessible, donc toujours pouvoir proposer le vin à tous. C'est le cas notamment avec les jeunes, chercher justement des super rapports qualité-prix. Ouais. Parce que c'est pas évident qu'on n'a pas un gros pouvoir d'achat de boire du vin. C'est pour ça que les jeunes, je pense, boivent peu de vin. Moi, je buvais peu de vin aussi quand j'étais plus jeune, parce que forcément, c'était pas forcément le meilleur rapport qualité-prix. Mais derrière, ce que j'aimerais, c'est ça, c'est avoir, c'est déjà avoir un Maison Bertrand qui ait une taille suffisante pour pouvoir, on va dire, économiquement être viable. Et puis derrière, me donner du temps. Le rêve, c'est à la retraite, c'est de faire que du développement commercial. C'est de pouvoir faire que des rencontres vignerons et puis et de me détacher de la partie lourdeur, logistique, administrative, opérationnelle et de pouvoir prendre vraiment que cette partie contact, réseau. Ça, c'est le... Et donc, c'est pour ça, avoir un maximum de partenaires, faire grandir comme ça notre réseau de partenaires. C'est intéressant ce réseau de partenaires parce que, en fait, nous aussi, dans notre démarche, on a pas mal cet ADN communautaire. Tu as commencé à créer, en fait, au début par nécessité, un collectif. Ouais. En fait, ça s'est fait comme ça. Ouais. Comment tu fais vivre ce truc-là, enfin, tu vois, sur ces partenaires, qu'est-ce que c'est marrant parce que c'est un truc qu'on m'a dit, c'est marrant, personne fait ça. En fait, c'était con, mais cet été, en fait, début août, on était tous un peu à l'arrêt. Donc du coup, faire un gros barbecue à la maison avec tous les partenaires. Ouais. Donc inviter le fromager qui a rencontré le chocolatier. Qui a rencontré un de mes partenaires vin en France, qui a rencontré Julien qui fait toute la partie événementielle avec nous, parce qu'à la base, je suis pas du métier de l'événementiel, donc je n'ai rien inventé, donc je sais juste que trouver les bonnes personnes qui peuvent m'expliquer les bonnes choses, et donc de créer en fait ce groupe, ça fidélise, et quelle importance d'avoir des partenaires fiables et solides, parce que j'en avais pas encore une mauvaise expérience. J'en ai eu un sur le mois de novembre sur un partenaire. Un partenaire, c'est pas un partenaire, c'était une entrée en relation qui s'est évaporée. Qui s'est évaporée 10 jours avant le livrable, 10 jours avant de remettre ces 150 coffrets cadeaux. Donc là, j'ai pris vraiment conscience que les partenaires, ça se choisit. Ça s'entretient, et quelle chance d'avoir des partenaires qui sont toujours là pour délivrer à l'heure. Peut-être une dernière question, parce que tu nous as donné une mission, c'était de finir à l'heure, parce que tu as un event juste après. Je crois que c'est ça. Et alors, tu sais, dans ce podcast, on a un jeu qui s'appelle le jeu à gros budget. Donc, je le montre à la cam, c'est une espèce de roue de la fortune. Ouais. On fait tourner, et en général, il y a 2-3 citations ou questions qui viennent. Et la première citation qui vient, c'est « Ce que tu décides de ne pas faire est tout aussi important que ce que tu décides de faire. » Steve Jobs. Ouais. Finalement, comment ça résonne chez toi dans le choix de ce que tu fais, ce que tu fais pas C'est marrant que c'est celui Tu me regardes pas. C'est marrant que c'est celui qui me pose la question, parce que Romain, t'es une boîte à idées, donc Derrière, bien les choses toujours. Derrière, on l'a dit tout à l'heure, on a une to-do qui est énorme, et derrière, en fait, c'est ce que j'aime dans le fait aussi de pas être seul, d'être associé, c'est d'avoir en fait d'avoir une force et une source d'idées qui soit complètement multipliée, et qui permettent de faire plein d'expériences. Et après voilà, si après derrière bien jauger dans chaque expérience ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, comment on peut le faire, et puis si on le fait et que derrière il y a rien, il faut arriver, il faut pas s'entêter non plus et aller et être trop têtu. Donc
un max d'expériences diverses. C'est en tout cas ce qui caractérise le début de la phase 2 Maison Bertrand. Là. La deuxième qui arrive, c'est si tu pouvais changer un truc dans ta vie, aujourd'hui, ça serait quoi? Ah, si je pouvais changer un truc dans ma vie aujourd'hui? Bah non, j'en ai pas, parce que je suis en train de l'accord. En tout cas, côté Tu viens de faire un gros changement, là. ouais. Bah oui, voilà. Non, mais côté perso, je suis super. Et côté pro, je suis à la page 2. Donc, Super. non, ce que j'espère, c'est qu'on va l'écrire, ce livre, quoi. Et la dernière qui sort, Victor Hugo, n'imitez rien ni personne, un lion qui copie un lion devient un singe. Et c'est intéressant parce que tu parlais aussi de la concurrence et de tous ces trucs-là. Et de ce positionnement, comment tu vis ce truc-là? Moi, j'ai toujours. C'est un discours que je tiens toujours. Je trouve que les bonnes idées, il faut les garder. Hein. Après, voilà, il faut juste garder les bonnes idées, il faut s'y approprier. Je pourrais citer Coluche là-dessus. Hein, si il devait citer tous les auteurs auxquels il s'est inspiré, il n'y aurait plus de place sur l'affiche pour mettre son nom. Hein. Ok. Donc, tu vois, allez, moi, je suis plus Coluche que Victor Hugo. Ok. Tu veux y aller sur les dernières questions? Ouais, bah, écoute, en tout cas, merci Adrien d'avoir passé cette petite heure avec nous et nous raconter ton aventure. Moi, j'aimerais que, peut-être pour conclure cet épisode, que tu passes un petit message ou donner des conseils aux entrepreneurs en herbe qui ont envie de se lancer et qui nous écoutent. Si tu avais un conseil à leur donner, ce serait lequel? Bah, c'est d'essayer de commencer quelque part. Hein. Trop souvent, en fait, on veut avoir pensé à tout avant de commencer. Et je pense que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de commencer. À un moment, faut juste faut y aller, quoi. L'action précède l'information. Ouais, Et pas le contraire. À full time ou pas full time, mais à un moment, il faut y aller. Hein. Et puis voilà, derrière, quand on est dans le commerce, il faut des clients, quand même. Donc, c'est ce qu'il faut chercher. C'est le bon mot de la fin. Écoute, merci beaucoup. C'était hyper sympa. Bah, c'est des discussions qu'on n'a pas habituellement. Et c'est plutôt très chouette. Moi, j'ai vraiment pas mal apprécié aussi la façon dont tu parles de cette partie perso. C'était super. Merci à toutes, merci à tous d'avoir passé ce moment avec nous. C'est un peu plus court que d'habitude parce que là, il y a une petite contrainte. Mais on espère que vous nous en tiendrez pas rigueur. Vous avez compris, en fait, il y en a qui pensent que c'est pas possible. Là, on a un exemple que ça l'est. C'est pas facile pour autant, mais en tout cas, c'était un super moment. Merci à tous. N'hésitez pas à liker, à partager ça. Encore plus pour Adrien, parce que même si effectivement on a des intérêts dans cette histoire, c'est quand même son projet. Et donc, chaque personne qui likera ce truc-là sera un signal d'encouragement pour lui, pour son projet, pour tout ce truc-là. Et puis, rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Salut, bye bye. Merci à vous deux. Salut, merci Adrien. Merci.